Donc maintenant, on va recevoir sur scène 3 lauréats de la MI Eventech, 3 lauréats 2018. Mais avant de les recevoir, il faut que je vous dise quand même que vous devez, j'espère qu'Antoine vous l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas assisté à toutes les plénières, mais qu'il faut télécharger l'application Carnaval Augmenté, parce que le Carnaval des Deux Rives, qui viendra en 3e position tout à l'heure, va vous faire découvrir des choses, et c'est mieux si vous avez l'application, ça sera quand même plus drôle. Et puis, comme vous l'aurez constaté, cet afterwork est un petit peu sous un format décontracté. Dans le monde de l'événementiel, on adore ça. Donc, il y a des food trucks qui sont présents. Vous pouvez donc consommer librement. J'ai essayé de retenir les noms, mais ce n'était pas gagné. Donc, il y a Chloé et Sébastien de la bière Gascona. Voilà, ils lèvent les bras. Gina et Karim de Réservoir Dog. Et Connor et Philippe de Graines de Sauvage. Alors, n'hésitez pas à aller vous restaurer pendant qu'on parle. Nous, ça ne nous pose pas de problème. C'était le jeu de l'afterwork. On va recevoir maintenant Festart, qui est un festival d'art de la rue qui se déroule à Libourne. Et donc, je vais appeler Géraldine Buisson, qui est directrice adjointe du Théâtre du Libournien qui organise le festival, et Laurent Tripier, de la société Bzit, qui l'a accompagné sur l'expérimentation qu'ils ont menée. Bonjour à tous les deux. Alors Géraldine, si vous deviez décrire à la salle ce qu'est Festart en une phrase, en quelques mots-clés, vous direz quoi? Alors simple, hein, un festival d'art de rue qui a lieu donc au mois d'août et l'édition prochaine, 8, 9 et 10 août. Voilà. Mais je crois que Géraldine, en fait, elle est venue avec une petite vidéo parce que c'est quand même plus sympa de vous montrer de quoi il s'agit. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. C'est un formidable festival. C'est un peu chez moi parce qu'en fait, je suis de Libourne, donc c'est un festival que je connais plutôt bien. J'y étais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et du coup, la question que j'avais envie de vous poser, c'est un festival d'art de la rue, Bzit, qui travaille les data. Comment vous vous êtes rencontrés? Quelle est l'histoire en fait? Comment tout a commencé? Ça a commencé un petit peu par hasard. Parce que donc Laurent Bzit travaillait avec une commande de la ville on dit pas de l'écho. Voilà, qui travaillait sur la notoriété de la ville, commençait à la mesurer, avait mesuré du coup festival, Festart, et il est venu à notre rencontre pour justement nous rendre un petit peu ce diagnostic-là, ces écoutes. Et après, parallèlement à la même période, on a eu aussi une commande politique de recentrer le festival sur la Bastide. Donc ça nous a semblé très opportun de travailler à la fois cette communication qui était importante à l'intérieur de la Bastide, d'informer forcément les festivaliers, les résidents, et à l'extérieur aussi sur tout ce qui était l'organisation du festival, les festivaliers habitués à ce que ça soit éclaté dans la ville. Voilà. Donc c'est arrivé pile poil. Je veux peut-être...
C'est en effet, nous, on est très attachés au développement de la notoriété de Libourne. Donc, on a vu une belle commande sur l'analyse comparée de la notoriété de Libourne par rapport à Saint-Émilion et d'autres villes. Et comme on est amateur de culture et de théâtre, on s'est intéressé à voir comment une action sur le festival pouvait être un relais pour développer la notoriété de la ville. Et il y a eu cet alignement des planètes qui a fait que c'est arrivé au bon moment avec ce dispositif, parce que je crois que ce qui est important pour tout le monde, c'est de bien prendre conscience que des projets comme ça, sans ce dispositif, ils n'existent pas. Et ça a permis des explorations, enfin, faire rencontrer le monde du théâtre de rue avec le monde de la data. Ça a été des belles réunions. Il y a eu des moments où il a fallu que nous, on change de dialogue, qu'on apporte des rondeurs dans notre façon d'appréhender les choses. Donc c'est ça qui est vraiment remarquable dans ce dispositif. Dans tous les cas qu'on va rencontrer, à chaque fois, c'est des mondes différents qui se rencontrent. Et du coup, il faut aussi apprendre à parler la même langue, ce qui n'est pas toujours évident, mais ce que vous retiendrez, j'espère, c'est que en fait, ils ont une folle envie en fait de progresser, d'intégrer la transformation numérique dans leur métier, et en tout cas de tester. Je crois que sans test, sans innovation, en fait, on ne peut pas se remettre en question. Et je crois que l'expérimentation de BZIT, en fait, ça vous a permis d'avoir des préconisations et de vous questionner aussi sur le devenir de Festart et comment vous allez réadapter les éditions suivantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'expérimentation que vous avez menée ensemble? Quels sont les résultats? Quelles sont les différentes actions? Donc, au départ, en effet, on a pas mal fait de réunions pour aligner nos planètes. Et on est parti en fait sur travailler 3 axes. Donc, travailler sur l'innotoriété du festival. Donc pouvoir l'appréhender différemment via les réseaux sociaux notamment. On a travaillé aussi, là c'est plus ZIT, donc sur une application qui s'est fait pour nous sur une forme de chatbot, voilà, par rapport à ce qu'on cherchait justement un petit peu développer, et j'ai oublié la mesure de la fréquentation du festival, quel type de public on avait, et un petit peu justement commencer à entamer un travail avec l'Office du tourisme, qui se poursuit un peu, sont pas mal je pense aujourd'hui, et puis avec d'autres aussi opérateurs, parce qu'on a travaillé en fait sur des copiles, en fait, des comités de pilotage, avec des habitants, et tu étais là aussi à nos côtés par rapport à ça. Oui, donc Festart a eu envie de travailler sur ces datas et de se dire que les datas allaient lui donner tout un tas d'informations qu'il ignorait peut-être. Et Laurent, tu peux nous expliquer plus précisément? J'ai mis des petites photos justement sur ce que vous avez fait et ce que les datas en fait ont apporté en termes de résultats. Alors promis, je vais faire un effort, je vais tout faire pour être court, hein, parce que si vous nous donnez le micro à BZIT en lui demandant de parler de la data, nous on passe nos journées à parler de ça. Donc l'écran que vous avez sous les yeux, en fait la conviction elle est née du fait qu'il n'y a pas mieux qu'un événement. Un événement est un moteur de communication, les gens se parlent, les gens parlent beaucoup, donc ça capte beaucoup de données. Alors vous avez plusieurs choses. Vous avez le trafic. Quelle est la réalité de mobilité pendant le Festart? Donc comme vous l'a dit Géraldine, la particularité de l'édition 2018, c'était la volonté politique, c'était de recentrer le Festart dans le cœur de la ville. Donc le petit schéma en haut à droite, c'est pour ceux qui connaissent Libourne, c'est la ville historique. Et donc, on a placé des box qui permettent de connaître combien de gens passent, de façon anonyme, hein, bien sûr. C'est évidemment pas l'identité des gens qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quel est le parcours, ce qu'on appelle le parcours. Est-ce que les gens sont bien allés sur les quais et berges? Il y a un magnifique programme de rénovation des quais et berges qui a été fait. Il y avait en plus une animation qui, moi, m'a vraiment ému. J'en parle à chaque fois, c'était les fameuses tulipes. Donc, le dispositif... Coquelicot, vous voyez, vous voyez que je suis dans la data et pas dans les fleurs. Hein. Si ma compagne était là, rigolerait. Et du coup, pour faire simple, vous avez les trafics physiques. Ça, c'est en haut à droite. Ensuite, vous avez toute la compréhension de la grande mobilité. D'où viennent les gens qui arrivent à la Bastide?
Ça, c'est une compréhension plus générale. Est-ce que c'est des Anglais? Est-ce que c'est des gens de Bordeaux? Est-ce que c'est des gens qui viennent de Coutras, etc. Donc la grande mobilité. Vous avez toute la e-notoriété qui parle de ma marque, qui sont mes influenceurs. Et après, Géraldine en a parlé, vous avez les conversations avec le chatbot. Alors le chatbot, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet de savoir quels sont les centres d'intérêt des gens. C'est-à-dire qu'un festivalier qui arrive sur un lieu, quelles sont ses préoccupations? Voilà. Et le chatbot est là pour y répondre. Moi, pour le chatbot, je dirais que c'est même incontournable aujourd'hui dans les événements. C'est un peu dans le tourisme. Un festivalier qui arrive sur un événement qui dure 3 jours, il a des tas de questions. Il faut être en capacité de lui répondre tout de suite, maintenant, parce que les spectacles sont à des heures bien précises. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous a aussi permis, vous, d'améliorer vos communications et aussi, je crois, de former vos bénévoles. Oui, alors, Zita en a profité aussi, mais on a eu une personne qui a travaillé à nos côtés, donc la ville a employé pendant un certain temps, ce temps de transition, pour accompagner justement le travail en réseaux sociaux et justement qui a formé, présenté, on a présenté le chatbot. On a travaillé aussi avec les commerçants dans ce sens-là, rencontrer des associations. Donc il y a eu un travail de terrain, en fait, tout simplement de fait pour essayer d'avoir des personnes relais qui expliquent comment ça marche. Et si c'était à refaire, est-ce que vous ferez tout pareil ou est-ce qu'il y a des choses que vous modifierez? Parce qu'on a dit qu'on était dans un retour d'expérience et que ça doit nourrir la réflexion et que ce que Festart a mis en place, peut-être que ça peut être porté par d'autres festivals, mais peut-être qu'il y aurait des conseils à leur donner pour reproduire peut-être exactement ou peut-être pas tout à fait exactement pareil. Alors, je pense qu'il y aurait forcément des choses qu'on changerait. Là, comme ça, je vois pas, voilà. Ça a été peut-être le faire plus tôt dans le temps, parce que ça a été quand même un temps condensé. Donc voilà, donc pouvoir peut-être un peu plus anticiper et pouvoir un peu plus respirer et se mettre en recul. Mais avec ça, bon, c'est voilà. Et puis non, comme ça vraiment, je vois pas. Il y a des choses qu'on va, je pense, garder, qu'on ne sait pas si on va pouvoir garder l'année prochaine, mais c'est plus pour des raisons économiques. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on tranche, mais c'est dans le résultat qu'on a eu là, avec le temps, je trouve ça plutôt bien. Nous, si c'était à refaire, c'est-à-dire que là maintenant, il y a des choses qu'on a découvertes. C'est que l'univers du théâtre, c'était pas notre univers c'est pas là où on travaille tous les jours. Et donc, on a beaucoup appris. Donc, merci aux équipes de Libournia et aux équipes de la ville. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait? C'est le chatbot, en fait, qui pour nous est l'élément clé de la conversation. On est maintenant beaucoup plus concret dans la recommandation pour que cet outil soit mieux intégré par les équipes, dans la promotion, aussi bien par les bénévoles que dans la promotion, pour qu'il soit beaucoup plus utilisé, ce chatbot. Mais pour ça, la start-up doit aussi faire un effort de contexte, de simplification et d'adaptation. C'est qu'un chatbot et du théâtre de rue, il faut quand même bien montrer quelle valeur ça délivre. Et quand on vit l'expérience du chatbot dans Libourne et qu'on comprend que quelqu'un a mis du temps pour passer d'un spectacle A à un spectacle B, que quelqu'un n'a pas compris qu'avec ses enfants, le chatbot aurait peut-être pu lui recommander telle animation plutôt que telle animation, c'est-à-dire plus d'intelligence dans le chatbot pour qu'il soit au plus près de l'expérience du visiteur. Donc là, maintenant, grâce à cette expérience, vous voyez, on a des éléments de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait évoluer? C'est le fait que cet outil de conversation soit au plus près de l'expérience et surtout du positionnement du festival. Donc, ce qu'on va retenir de cette expérience, c'est que l'écoute d'un festival, elle est très importante, que ce soit via les datas, via les réseaux sociaux, et que les organisateurs d'événements, ils doivent s'adapter tout de suite pour soit réorienter les festivaliers sur tel ou tel site, ou soit répondre à des mécontentements. J'espère que ça vous a donné envie de travailler sur les datas et d'explorer ces thématiques-là. On va remercier Géraldine et Laurent.
Et on va accueillir Jérémy Debreu, qui est responsable des partenariats au festival Reggae Sanska. Et pour la petite histoire, Jérémy a travaillé avec moi sur la première édition du Garo Camp. Et donc, ça lui a encore plus donné envie d'expérimenter des choses. Vous allez voir, ils ont testé des choses qui étaient plutôt pas mal au Reggae Sanska. Il va vous expliquer ça. Bonjour à tous. Salut Marion. Ah oui. Cool. Donc, Jérémy, je vais te poser la même question. Si tu devais résumer le festival Reggae Sanska en quelques mots ou une phrase, tu dirais quoi? Alors, un festival évidemment sur les musiques jamaïcaines, créé en 98 par une équipe de Médocains assez passionnés. C'est une espèce de fête de village qui a dégénéré pour devenir un des plus gros, plus importants festivals de Gironde. En 2017, il y a eu 65 000 festivaliers. Et une autre des particularités du festival, je dirais, c'est sa tradition nomadisme forcé, puisqu'il a été déplacé 6 ou 7 fois depuis sa création, ce qui a généré chez les équipes évidemment une très forte capacité d'adaptation, une très grande résilience aussi et une belle adaptabilité au coup du sort. Un très beau festival et depuis 2 ans, un effort sur l'image de marque qui a été engagé. On essaie de mettre en avant aussi les belles valeurs du reggae qui sont évidemment le bien vivre ensemble, le bien-être, l'esprit sain dans un corps sain, le manger bio, manger local, et des fruits et des légumes tous les jours. Et donc toi aussi, tu es venu avec une petite vidéo parce que c'est quand même plus sympa de le voir soit en vrai, soit en vidéo. What's extra? Dang dang dang. Boom, Reggae Sanska. You are the brother blood. Original. Whoa, 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 yeah. Yeah, yeah, that. DJ for them. Bada dang dang dang. Turn up. Right. Whoa, 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 whoa. How you say, my brother? It's Raphael. A lion. Go there. Rude boy from day one. When me start walking, I walk like a real champion. Used to listen Buju Banton. Long time before I even knew what a laptop was. Call me a young veteran. You develop the roots and the foundation. My gal a wine pan every rubber dub song. Hey, me say fi brace it from the rubber dub down. Get the rude boy style and the rude boy style. Come get the rude boy swag when me step on the scene. You know. The rude boy love when the rude boy loving. Hey, say them no bad life for them. How you say, Raphael? Ooh la la la. When me step in the dance hall, the girl that must scream. Dead to us, oh Lord, them fool them. Dead to us, and just do style and we suck and we pop and it kill them. Dead to us. Jérémy me dit on va pas la regarder en entier parce qu'elle est super longue. Le mieux, c'est de venir voir en vrai quand même. En fait, ils nous offrent des places à la fin. So we ask which one, the king bitch one or the king snitch one. Sur le premier Garo Camp et la transformation numérique des festivals, ça t'a tout de suite parlé. Et en plus, ça t'a tout de suite donné envie de le faire au sein du reggae. Alors, vous avez mené 2 expérimentations, notamment une avec l'agence Akiani, avec Sami Lini, qui est aussi dans la salle, il fait un grand signe là-bas, qui a animé tout à l'heure l'atelier Thales. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous avez mis en place sur cette expérimentation ? Alors la genèse du projet, et en tout cas de la réponse qu'on a formulée à l'AMI Eventech, c'est en effet Garo Camp, qui a été pour moi un vecteur de beaucoup de rencontres, d'acteurs d'univers que je ne connaissais pas, et puis aussi des rencontres humaines, au-delà des solutions numériques qui sont développées, c'est aussi comment on voit tout de suite cette personne vivre dans l'événement que je contribue à organiser, etc. Et au final, notre réponse, elle a été co-construite avec 2 entreprises, donc Akiani, tu l'as dit, et puis Expert 3D. Et au final, il y a 2 grandes dimensions dans le projet, une qui est en amont,
mieux définir l'expérience utilisateur du festival, mieux définir notre implantation, notre accueil, tous les processus par lesquels passent les festivaliers depuis l'acte d'achat jusqu'au départ du festivalier, en décomposant tous les moments de vie sur le festival. Et puis la deuxième étape, c'est pendant l'exploitation, c'est-à-dire pendant les 3 jours du festival, aller à la rencontre des festivaliers, observer et puis grâce aux outils numériques, évaluer les dispositifs qu'on a mis en place. Donc là, ce sont des reports d'Acchiani, donc notamment sur site. On a voulu évaluer nos flux, notre signalétique par exemple. Est-ce que quand un festivalier arrive sur le site et qu'on lui dit essaie de trouver les bars, essaie d'installer ta tente sur le camping, essaie de te rendre à un point d'eau pour te désaltérer, on s'est rendu compte grâce à ces lunettes de eye tracking qui permettent de mémoriser là exactement où se place le regard du festivalier. Ça nous permet de nous mettre exactement à sa place, d'expérimenter comme lui. Et évidemment, ça a été une expérience assez enrichissante pour nous parce qu'on s'est rendu compte que la signalétique, un peu de récup sur des morceaux de palette peints avec des jolies couleurs et puis un lettrage à la peinture, en fait, c'était pas du tout efficace parce que c'est petit, c'est plutôt vu comme un élément de déco et pas vraiment comme un élément de signalétique pur et dur. C'est pas éclairé, donc la nuit, ça devient complètement inutile. C'est pas j'allais dire, formaté. Par exemple, la signalétique pour les personnes en situation de handicap est très formalisée, donc il faut absolument reprendre les codes pour que les gens qui en ont besoin puissent se repérer facilement. Voilà, ça a été très riche d'enseignements. Alors, un peu comme Festart, on a souffert de la canicule ce week-end-là. Donc, les lunettes de eye tracking, qui sont un équipement très coûteux, ont été un peu mises en danger. Donc, on n'a pas pu les utiliser tout le week-end. Mais ce qu'on en a eu comme restitution a été vraiment assez éclairant, oui. En fait, je vais juste préciser que les lunettes, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je vais préciser, les lunettes d'eye tracking, c'est que quand vous les portez, en fait, ça va mesurer où est-ce que votre regard se pose sur le site, où est-ce que vous êtes situé. Et donc, là, ça permet de voir tout de suite où le regard se pose et ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Mais vous avez aussi travaillé toujours Acchiani sur un autre projet, puisque le Reggae Sans Sky, il a dit tout à l'heure, Jérémy, ils ont changé plein de fois de site, et l'implantation d'un site, d'un festival, ça peut être vite problématique, parce qu'ils doivent recevoir beaucoup de gens en même temps. Il faut que ce soit évident aussi pour le festivalier. Il y a la logistique à gérer. Et en fait, moi, de connaissance, c'est le seul événement que je connaisse qui a vraiment travaillé en fait et qui a mis en place cette procédure avec toutes les équipes. Ils se sont vraiment posé la question de je me mets à la place du festivalier et en fait on va travailler sur le plan et voir si c'est vraiment pertinent ou pas, et après on va aller le comparer avec ce travail de eye tracking sur le site du festival. Alors là, c'est un outil numérique très perfectionné qui s'appelle les Lego. En tout cas pour nous, ça a été un vrai élément fondamental dans l'organisation du festival pour l'année 2018, parce que en décembre, on a appris qu'on quittait le campus universitaire où on organisait le festival depuis 4 ans, et ce n'est que fin janvier qu'on a eu la confirmation qu'on s'implantait sur le domaine de Naudrize, donc en plein cœur du Médoc, d'un seul tenant, 35 hectares, avec un château et plein de bâtiments au milieu. Et je vous passe tous les dramas par lesquels on est passé pour trouver ce lieu. Mais en tout cas, on atterrit ici et pendant quelques semaines, on tourne le projet dans tous les sens, mais on n'arrive pas du tout à dessiner l'implantation. Où est-ce qu'on met les parkings, où est-ce qu'on met les campings, par où on rentre, où est-ce qu'on dispose les scènes pour éviter les nuisances pour les riverains, pour que ce soit optimal avec les lumières du coucher du soleil, pour que ce soit circulant en termes de gestion de flux, etc. Donc un très gros travail à fournir. On était un peu bloqué et au final, Acchiani est arrivé avec ses boîtes de Lego. Très sincèrement, au début dans l'équipe,
On s'est un peu moqué de moi et on a quand même passé plusieurs heures, plusieurs sessions de travail. Et on n'a pas commencé par ça, à vrai dire, on a commencé par l'expérience utilisateur, la définir, quels sont tous les process, toutes les étapes que franchit le festivalier avant d'entrer sur le site, et puis son comportement pendant les 3 jours du festival. Et à partir de ce constat, à partir de la définition de ces typologies de public, on a adapté le festival, on a construit le festival par rapport à l'expérience utilisateur qu'on souhaitait offrir. Et grâce à cette simulation qui a duré 2 jours, on a vraiment pu, dès mi-mars, avoir une idée assez claire de l'implantation du site, et ça a fait partie en effet de tout le travail amont qu'on a réalisé avec Akiani, et franchement ça nous a beaucoup aidé. À vrai dire, ça a été si fondateur qu'aujourd'hui, alors qu'on a un an d'expérience et puis le retour terrain de ce qu'on a mis en place l'année dernière, au final l'implantation 2019 va être peu ou prou celle qu'on a mis en place en 2018, quoi. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont considéré le festival comme une offre touristique. Et aujourd'hui, le plan du festival, pour avoir échangé aussi avec Samy, c'est comme un vrai village. Ils ont reconstitué un village avec une entrée. Ils l'ont vraiment pensé comme ça, ce qui est aussi assez rare dans le processus des événements qui s'implantent. Oui, c'est vrai, on veut que le festivalier soit autonome. Évidemment, on considère, comme tous les organisateurs d'événements aujourd'hui, je crois, le festival comme une expérience pour les personnes qui viennent, une espèce de bulle pendant 3 jours. Et en même temps, quand on est en plein cœur du Médoc, on est aussi sur une situation un peu idéale, où on est à quelques centaines de mètres de châteaux prestigieux, on est à un quart d'heure de la plage, donc il faut aussi qu'on n'enferme pas le festivalier. Donc d'un côté, on essaie de lui offrir tous les services auxquels il est en droit d'attendre d'une offre touristique classique, c'est-à-dire la restauration, l'hébergement avec différentes qualités d'hébergement, et puis aussi de lui proposer des solutions pour qu'il puisse se rendre en toute sécurité, sans forcément devoir ressortir sa voiture, etc., sur différentes zones touristiques du département, ou en tout cas du territoire. On va revenir sur le deuxième projet qu'ils ont mené, qui est plus numérique. Mais je précisais que l'AMI Eventec, c'était l'innovation et la transformation numérique. C'est pour ça que aussi ce pan-là était intéressant, c'était intéressant d'aborder. Et le deuxième projet qu'ils ont eu envie de mener, parce que c'est un peu une première aussi. En France, il n'y en a pas beaucoup de festivals qui se sont lancés dans la 360 pour faire vivre depuis son canapé en fait le reggae. Donc Jérémy, tu nous expliques un peu comment ça s'est passé, puis je crois que vous avez une surprise. Alors, exactement comme Akiani, j'ai rencontré Expert 3D sur Garocamp en 2016. On s'est revus en 2017 et on a assez vite décidé de co-construire la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt Eventec. Et avec Expert 3D, on a décidé de proposer une captation en 360. Alors le projet, entre ce qu'on a écrit sur la réponse à l'AMI et ce qu'on a pu réaliser, a évolué. Alors pas de notre fait, ni du tout du fait d'Expert 3D, mais à cause des conditions dans lesquelles on a dû organiser le festival, puisque quand on répond à l'AMI Eventec, on est sur le campus universitaire, équipé de la fibre, avec un réseau internet qui dépote à fond, etc. Donc on peut se dire, on peut streamer en live de la 360 en très haute définition, pour que n'importe qui équipé d'un casque ou même d'un smartphone et d'un Google Cardboard par exemple peut profiter à la fois des concerts en live et en 360, et le lendemain il peut regarder les replays sur son casque ou sur l'application dédiée. Entre-temps se passe le séisme du déménagement, un petit peu douloureux, et on se retrouve sur le domaine de Nodris, où il y a, pas d'internet évidemment, mais il n'y a pas d'eau non plus, pas d'électricité, enfin il n'y a rien. Et du coup, c'est très compliqué, il faut détourner de l'internet satellitaire pour
pour accéder à Internet, c'est un petit peu compliqué, c'est surtout très cher. Du coup, on décide de conserver l'idée de captation, mais au lieu de faire de la retransmission en live, qui était un challenge assez unique en effet en France, en Europe, parce que jusqu'ici, il n'y avait que Coachella aux États-Unis qui avait réussi à le mettre en œuvre, on décide quand même de garder ce côté innovant de la captation en 360. On a quand même réussi, malgré tout, à faire pas du live, mais du léger différé sur quelques concerts pendant les 3 jours du festival, et puis surtout de proposer l'expérience sur les plateformes spécialisées en vidéo 360, et je crois que le résultat est assez sympa. Il y a l'équipe d'Expert 3D qui est là sur la petite plateforme surélevée. Ils sont avec des casques, donc vraiment, je vous invite, comme on est un peu en mode after work, un peu tranquille, on déambule et on profite, on se restaure, etc. Vraiment, allez tester les casques. Il y a plusieurs expériences du Sunska qui sont proposées, et c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Mais on a une petite vidéo quand même pour que vous puissiez vous rendre compte dans les écrans, à quoi ça ressemble. Et puis oui, Expert 3D, ils ont même installé des chaises pour pas que vous tombiez. Mais vous pourrez voir le reggae Sunska donc en 360. Gégé ? Donc pour la petite histoire aussi, parce que je vous ai dit que j'adorais les histoires, c'est que l'équipe d'Expert 3D, ça fait 3 nuits qu'ils ne dorment pas en fait, et qui montent à fond cette vidéo pour pouvoir vous la présenter. Et Jérémy la découvre en live en fait, il l'a pas vu. Non, c'est ça, je ne l'ai pas vu. Alors là, on voit que d'un angle fermé, mais n'importe où on porte le regard, on peut profiter du concert. Donc là, on est sur un point de captation qui est fixe, en tout cas entre la grande scène et la zone publique. Donc, ce qui fait qu'on a les deux dimensions, c'est assez sympa. Et on voit la belle énergie qu'il y a autour d'un concert comme ça. Avec le son, c'est évidemment plus prenant, évidemment, mais vraiment sur le casque, je pense qu'on a aussi le son, et du coup, on est vraiment immergé. Donc n'hésitez pas à aller voir Stéphane et Luc qui sont sur la plateforme en haut, ils vous feront tester les casques. Et ce qu'on retiendra de cette expérience, c'est que c'est pas toujours évident d'emmener du numérique dans les festivals, vous l'aurez compris, non seulement par leur taille, à cause de leur taille, mais aussi parce qu'il y a plein de problématiques de flux, les flux numériques, et que parfois, entre la réalité et ce qu'on a envie de faire et le résultat, il y a un petit décalage. Et la force aussi des événements, c'est qu'ils savent tous s'adapter et rebondir pour sortir le meilleur, je dirais, parce qu'un événement, c'est beaucoup d'improvisation, enfin pas d'improvisation, mais de choses qui ne se passent jamais comme on veut. Oui, c'est ça. En fait, l'événementiel, c'est bien évidemment penser l'événement du mieux possible, éviter au maximum les imprévus, mais c'est aussi une grande partie du boulot, c'est gérer les imprévus. Au final, un des grands challenges de ce projet, ça a été aussi la conduite du changement avec les équipes en interne du Sunska. Et ce qui m'a beaucoup rassuré dans toute cette journée de séminaire, c'est qu'au final, ce challenge, la conduite du changement, pratiquement tous les intervenants que j'ai vus en ont parlé. Effectivement, pour nous aussi, dans l'événementiel, c'est pas évident. On a une équipe au Sunska qui, pour certains, est là depuis très très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'ils organisent le festival. Et d'un seul coup, une équipe arrive et leur dit « Bon, les mecs, on va complètement repenser la manière dont vous organisez le truc. » Et attendez, mais nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça. C'est pas un type qui débarque et qui, en plus, ne connaît rien à l'industrie des festivals qui va expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, il faut aussi, un petit peu comme dans le témoignage de Festart, il faut que chacun accorde ses violons, qu'on adapte le niveau de discours, et puis surtout qu'on trouve le langage commun qui fait que le chemin de crête qui fait qu'on converge vers une solution et qui soit à la fois innovante, efficace et puis adoptée par tous, soit vraiment mise en œuvre. Ça a été cette partie-là, finalement, la partie humaine de la transfo numérique, qui a été la plus difficile, mais aujourd'hui la plus riche finalement pour le staff. Et aujourd'hui, quand on se retourne sur le travail qu'on a réalisé en 2018, finalement on est très fiers de ce qui a été réalisé, à la fois avec Akiani, à la fois avec Expert 3D, mais aussi en interne, nous, l'équipe Sunska, de ce qu'on a pu mettre en œuvre sur un territoire qui n'était pas facilitateur au niveau, en tout cas, de la techno, de l'accès à l'Internet, etc. Donc on est
vraiment heureux. On est aussi reconnaissant à la région Nouvelle-Aquitaine d'avoir retenu le projet du Sunska et de nous avoir donné l'opportunité d'être lauréat. Au final, si c'était à refaire, parce que je crois que c'est la question d'après, excuse-moi Marion, je grille complètement la question, mais si c'était à refaire, évidemment, on aurait déjà l'idée d'être sur le domaine de nodrize, donc je pense qu'on l'aurait écrit un tout petit peu différemment déjà. Je pense que je ferai plus de travail de conduite du changement en interne avec les équipes du festival avec qui je travaille. Et puis sinon, je garderai les mêmes équipes. On a fait une bonne bande avec Kani Expert 3D et puis du bon boulot. Je les recommande chaudement, n'hésitez pas à aller les voir. Merci Jérémy. Merci Marion. Merci à vous. Donc pour le dernier lauréat de ce soir, on va inviter Guillaume Hitt, qui est directeur artistique, et Max Aurel, le coordinateur du Carnaval des Deux-Rives. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'AMI Eventec s'adressait, et en général, à tout type d'événements. Et les carnavals aussi s'interrogent sur comment mener une transformation numérique et comment devenir un carnaval augmenté. Et donc Max et Guillaume Hitt vont nous raconter tout ça, mais ils ont aussi des surprises. Ils arrivent. Et c'est là où vous dégainez votre application, normalement, que vous avez téléchargée tout à l'heure, parce que c'est maintenant que ça va être rigolo. Et les masques ? Ah, parce qu'ils se déguisent. Je crois que moi aussi, je vais devoir me déguiser. Faut qu'on fasse l'interview comme ça ? Il faut que... Tu mets tout... Allez, d'accord. Ça fonctionne, c'est bon. Je vais pas parler comme ça. Attends, je vais mettre comme ça. Non. Je vais le mettre à l'endroit. Et le pull, allez, le pull. Ah oui, ils ont la panoplie. J'ai pas le pull, hein, mais je vais mettre le masque. Ça marche? C'est parti. Je t'écoute. Alors, À toi. première question. Et si vous nous racontiez un petit peu ce qu'est le Carnaval des Deux-Rives, en 2-3 mots, parce que je crois que vous avez aussi une petite vidéo. C'est ça. Donc le Carnaval des Deux-Rives existe depuis pas mal d'années et je suis directeur artistique depuis l'année dernière. Donc ma mission, c'est 3 ans. Et le Carnaval des Deux-Rives, c'est le 3 mars. Donc ça va arriver. Le Carnaval des Deux-Rives réunit beaucoup de communautés de la métropole. Et quand on m'a proposé cette mission de direction artistique, je suis arrivé avec toute une dynamique de nouvelles technologies et d'intégration du numérique dans cette fête populaire. Ok, donc là, on va dire vidéo GG. Merci. Donc c'est la vidéo de l'année dernière, comme vous l'avez compris. Alors, Guillaume, si tu nous racontais d'où est arrivée cette idée de faire un carnaval augmenté.
Alors oui, idée saugrenue. Il faut savoir que le Carnaval des Deux Rives met quand même l'honneur sur la nouveauté. Le fait d'avoir choisi Charlie le Mindu l'année dernière, enfin la précédente édition, c'était déjà une volonté de se tourner vers les nouvelles modes. Donc moi, mon idée quand je suis arrivé avec cette mission de direction artistique, je me suis demandé, voilà, on est en 2018-2019, qu'est-ce que ça veut dire de faire des masques à l'heure de la réalité augmentée, à l'heure du face tracking? Tous les adolescents sont avec leur téléphone et ont ce petit déguisement naturel avec les oreilles de chat, etc. Donc je me suis dit, on va utiliser ça. Vous le savez, dès que vous allez à un concert, à un événement, à une exposition, tout le monde a son téléphone portable. Et des fois même, c'est un petit peu dérangeant parce qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Donc je me suis dit, bon, on ne va pas changer ça. On ne va pas dire aux gens, rangez votre téléphone. On va justement jouer avec ça, avec ces petites bombes de technologie qui sont dans notre poche. Et on va nous-mêmes proposer une application de réalité augmentée sur notre parade. Donc l'idée paraissait un peu folle quand je l'ai présentée en septembre aux deux directeurs qui sont dans la salle, Patrick Duval et Eric Crooks. Ils m'ont dit, allez, on va tenter. Et je pense qu'ils se demandaient si ça allait vraiment fonctionner. Donc, on a fait la preuve qu'on y arrivait dans les temps. Publier une application, le faire nous-mêmes avec nos petits moyens, une application de réalité augmentée. Et au fait du succès de cette édition, on a proposé un nouveau projet à la région en développant le projet Carnaval et en l'augmentant lui-même avec une dimension de parcours augmenté dans toute la métropole. Donc l'expérimentation, elle a commencé en 2018 et là, elle se poursuit en 2019. C'est ça. Voilà, ce sont des étapes qui vous permettent d'arriver à un carnaval augmenté complet. Exactement. La première année, donc création de l'application, explication de ce nouveau concept, etc. Et cette année, donc développement avec des parcours augmentés dans toute la métropole. C'est-à-dire, on a un centre névralgique avec une grande exposition de réalité augmentée, les costumes, les chars au 308 avenue Thiers. Mais on a aussi des expositions satellites, rive droite, rive gauche, Lormont, Bois-Fleuri, Parc Montséjour et une autre au Rocher de Palmer, ici même. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez travaillé? Parce que c'est vraiment je dirais un projet multiple. En fait, vous avez tout un tas de partenaires qui travaillent à la fois sur l'application, mais aussi dans la ville, avec l'office de tourisme, les écoles aussi, qui réalisent les masques. Et puis après, on va tester un petit peu en live l'application. Ça marche. Il y a un truc que moi j'adore dans le carnaval, c'est vraiment de travailler avec énormément de partenaires différents. Donc, sélectionner des artistes des arts de rue, sélectionner des illustrateurs, mais aussi travailler avec des enfants pour la réalisation de masques. Donc là, cette année, on a conçu des masques en papier à colorier dans les écoles, avec au centre un visuel en réalité augmentée. C'est l'occasion de visite de Max. Donc Max, je vous présente Max qui travaille avec moi. Et lui-même fait des ateliers de Scratch, donc explication de la réalité augmentée et utilisation du Scratch dans les écoles et dans les centres d'animation. Il va vous expliquer ça. Effectivement, alors Scratch, c'est pas le velcro des chaussures qu'ils utilisent puisqu'ils ne savent pas encore faire leur lacets. Scratch, c'est un logiciel qui a été créé par le MIT qui permet en fait d'apprendre à coder, donc création de jeux vidéo. Donc à date, on est déjà passé dans 3-4 écoles pour leur apprendre à créer des jeux vidéo dans l'univers, bien entendu, du carnaval, donc avec des créations de brigands, puisqu'il s'agit du carnaval des brigands. Le but était donc de leur expliquer ce que c'est la réalité augmentée, leur expliquer ce que c'est que concevoir un jeu vidéo, qu'est-ce qu'un développeur, qu'est-ce qu'un directeur artistique, qu'est-ce qu'un ordinateur également, comment fonctionne la réalité augmentée avec une machine, une caméra, des repères qu'on doit placer, etc. Et en créant eux-mêmes avec du papier, des stylos, des crayons de couleur leurs propres brigands, on a ensuite découvert comment scanner, comment ensuite mettre ce personnage qu'ils ont eux-mêmes dessiné sur le logiciel Scratch, et ils ont ensuite créé leur propre jeu vidéo avec leurs propres personnages qu'ils avaient déjà en amont dessinés dans du réel, puisque ça a été fait avec des feutres, des stylos, etc. Donc l'avantage aussi pour eux, c'est que c'était des primaires. Ils ont déjà du coup découvert ce que c'est l'univers en fait des variables, donc comment créer un score, comment créer tout simplement un système de minuteur. Ils ont aussi découvert ce que c'est que l'ordonnée et l'abscisse, des termes totalement barbares qu'on découvre en fait au collège. Et là, ça a été fait de manière assez ludique. Donc ça, c'est chouette. On est assez content de ça. On va aussi intervenir dans des médiathèques. On va aussi intervenir dans des centres sociaux. Et là, ça a déjà d'ailleurs été fait dans certains centres sociaux. Donc c'est ça en fait l'univers de la création de jeux vidéo dans l'univers du carnaval et donc de Guillaumite. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est de pouvoir amener cette dimension digitale, cette dimension totalement numérique, mais de façon ludique grâce au carnaval et à l'univers de Guillaumite.
Du coup, concrètement, sur la parade, le jour J, ça se passe comment? Alors, il y a 2 étapes. Il y a d'abord le vernissage, donc mardi 12 février au 308. Voilà, vous êtes vraiment tous invités. Donc, l'idée, c'est de faire une fête de lancement où on présente l'application. On a tout un parcours. En fait, vous voyez les panneaux qu'on a installés derrière vous. Eux, ils sont disséminés et c'est des parcours de recherche de brigands. Donc, à chaque fois, j'ai demandé à 9 illustrateurs très talentueux de dessiner l'habitat du brigand. Donc, avec l'application, on va découvrir le brigand caché à l'intérieur de l'habitat. On va collecter ces brigands. Et ça nous permet de faire le final carnaval, le 3 mars. Le 3 mars, on va arriver place Péberlan et on va tous envoyer son brigand favori sur le grand écran géant. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas sur du personnel avec le téléphone, on finit sur une œuvre collective. L'idée, c'est que chacun envoie son brigand avec son prénom et qu'on retourne le roi carnaval. On fait une sorte de crémation carnaval 2.0. Mais vous avez des petites vidéos pour mieux se rendre compte de comment ça se passe? Alors, on t'a envoyé des éléments. On va voir ce que tu as sélectionné. Que tu peux commenter. Alors, ça c'est plutôt octobre, novembre dans les bureaux de Barbé. On fait des tests, on essaye. Ça c'est un petit atelier à l'ECV, école partenaire. Voilà, donc là c'est la fabrication des casques, des costumes. Cette année, il faut savoir qu'on bosse beaucoup avec les recycleries de Bordeaux et tu récupères. Voilà, on essaye de ne pas gâcher, de réutiliser du tissu. On bosse aussi avec Relais, qui est une super structure qui nous fournit énormément de tissus, des sweatshirts. Ça, c'est les brigands des enfants, école Thiers, école de Florac. Ça, c'est Sous Hélène, un super Fab Lab à Bègle, pour les fabrications de sweatshirts. Et voilà. Donc ça, c'est les illustrateurs. Merci beaucoup. C'est les illustrateurs qui sont sélectionnés pour l'exposition. Voilà. Changer la vidéo. Je crois qu'il les a mis en boucle. Mais... Alors là, vous voyez donc le masque en réalité augmentée, l'affiche en réalité augmentée, mon sweatshirt qui fonctionne en réalité augmentée, l'affiche elle-même qui va être donc diffusée dans toute la ville à partir de demain. Voilà, donc tous les supports de communication du carnaval sont aussi en réalité augmentée. Donc ça avait bien fonctionné l'année dernière, c'est-à-dire on passe devant la sucette n'importe où, il y a le flash code et ça fonctionne en réalité augmentée. Donc là, ça marche très très bien avec les adolescents. L'idée, c'était aussi voilà, d'inclure un peu plus ces ados qu'on a du mal un peu à avoir sur l'événement carnaval. Ça marche, ça commence à prendre. On est peut-être sur des images fixes. Ah si, ça c'est le dernier. Donc ça c'est le flyer pour l'exposition du 308. Donc ça c'est Anouk Ricard que vous connaissez peut-être, une illustratrice très célèbre, illustratrice jeunesse, pardon. Voilà, qui nous a fait un petit brigand en chien. L'idée aussi c'est de faire une exposition tout public, donc vraiment dédiée aux enfants. Donc vous pouvez venir avec vos gamins. Il y aura beaucoup de tables de fabrication de masques, des essais de réalité augmentée avec des tablettes mises à disposition et puis évidemment vos téléphones pour tout tester. Et donc du coup, si vous avez téléchargé l'application parce que vous êtes des très bons élèves, vous pouvez là flasher les images que vous voyez apparaître sur l'écran. Voilà, donc c'est une après l'autre, normalement pas deux en même temps. Ouais. Donc à gauche, on a une petite mamie électrique qui va prendre vie avec vos téléphones si vous l'avez. Et à droite, nous avons une illustration de Duche, un illustrateur bordelais. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de travailler avec des illustrateurs qu'on aimait bien, des illustrateurs qui nous ont été recommandés par les maisons d'édition de la fabrique Paula. Donc moi, je travaille à Paula, ça doit vous parler, j'imagine. L'idée, c'est que voilà, on fait travailler l'écosystème de la Bordeaux Métropole, quoi. Ça marche super, c'est formidable. Voilà. Donc on n'a pas l'effet Modaldi, ça fonctionne. Donc l'idée c'est que l'application en fait elle est en ligne depuis 2-3 semaines, on la teste, ça fonctionne partout. L'idée c'est que vraiment ça doit marcher sur les vieux téléphones, sur les nouveaux téléphones. Vous pouvez filmer, vous pouvez prendre en photo, vous pouvez partager et voilà. Voilà, Antoine fait une petite démonstration. Ah, mais merci quand même beaucoup. le mieux. Formidable. On peut passer peut-être à l'image suivante si vous voulez tester d'autres images. Qu'est-ce que tu nous as pris? Ah voilà, donc ça c'est le roi carnaval à gauche et là c'est le visuel générique qu'on place tout simplement sur les masques au centre. Donc c'est la seule partie qui n'est pas coloriée. Voilà, exactement. Donc, mais là, ça sera peut-être un peu trop loin. Et donc sur les chars carnaval, il y aura des motifs plus grands qui permettront de flasher de loin.
Voilà. Donc ça va du petit sticker au flyer en communication aux événements plus monumentaux tels que des chars. Donc, ce qu'on peut retenir de cette expérimentation, c'est quand même un travail très collectif, à la fois avec les écoles, l'office de tourisme, en fait tout le territoire. Le carnaval, il est augmenté bien sûr avec des outils numériques, mais en fait il se déroule aussi dans le temps beaucoup plus en amont, parce que Guillaume nous a dit qu'il y avait une exposition, et puis voilà, on peut déjà flasher des QR codes, on peut déjà vivre l'expérience, et ça rajoute aussi à l'expérience éphémère qui dure juste une demi-journée ou une journée. On fait vivre le carnaval sur des durées beaucoup plus longues, enfin en tout cas le festival. Voilà, et ce dont je suis un peu fier, c'est qu'on arrive aussi à diffuser des projets créés dans le carnaval à l'étranger. C'est-à-dire des éléments du carnaval de l'année dernière, on tournait à la Gaîté Lyrique, on tournait au Cygne, on tournait dans différents lieux avec Max. Et là, on est en train de négocier une exposition en Chine, en Nouvelle-Zélande, autour du carnaval augmenté. Ouais, du coup, vous voyez, ça donne des ailes et puis ça donne plein d'espoir parce que c'est des formats qui peuvent être dupliqués dans d'autres événements, notamment autour de la communication et des affiches. Comme vous pouvez le voir, un festival peut largement utiliser ces supports de communication pour faire passer d'autres messages et pour les rendre plus numériques. C'est ça. On va vous remercier, Guillaume et Max, et puis on va tous vous dire qu'il faut absolument venir le 3 mars. Et le 12 février. Et le 12 février, vous êtes tous invités à l'exposition, et le 3 mars... pour la parade, ouais. Pour la et le parade grand à Bordeaux, final, Péberlan, quoi. à Péberlan, pour vivre cette expérience de carnaval augmenté. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à vous. Alors, pour le dernier intervenant, j'ai eu envie en fait d'ouvrir un peu... Oula, d'ouvrir un petit peu plus et de se dire que peut-être c'était intéressant de faire 15 minutes un peu plus prospective. Alors je vais rappeler Laurent Tripier de chez Bzit qui va me rejoindre et qui va un petit peu nous donner sa vision des événements avec tout ce qu'il a pu observer des datas. Il nous rejoint. Alors j'ai envie de dire que Laurent, on ne le présente plus. Sa start-up Bzit existe depuis 2016, si je ne me trompe pas. Il est incubé à TechnoWest et il a une belle progression depuis 2016. Et en fait, quelque part, peut-être que l'événement est arrivé... ça, c'était peut-être pas le premier domaine d'activité sur lequel Bzit voulait aller, mais au final, au vu des rencontres que tu as pu faire, et notamment, je crois, une rencontre assez phare qui s'est passée au CES de Las Vegas, et ben du coup, tu t'es un peu recentré en fait sur cette thématique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de cette histoire, ce qui s'est passé ? Oui, alors je vais vous raconter l'histoire du CES, et pour ceux qui sont là, merci, je vais m'approcher de toi. Ça va permettre de donner envie à ceux qui peuvent y aller, d'y aller. Je crois que le plus important dans le témoignage que je vais partager avec vous, c'est pour ceux qui veulent vraiment rencontrer des grandes marques. Il n'y a pas mieux que le CES de Las Vegas. Et c'est vraiment là-bas que l'entreprise s'est transformée parce qu'on a signé un fabricant de stands international et qui nous a amené à faire des événements très rapidement. Donc l'entreprise Bzit s'est complètement transformée et j'aime beaucoup cette image parce que vous voyez, c'était notre ancien logo, ça. Et tu l'as fait exprès, j'imagine, parce que c'était pour dire ce que l'on était avant. Vous voyez, avant, on avait 3 couleurs et on était comme ça. Maintenant, le logo, c'est plus du tout le même. Il est très rouge flashy. C'est comme les chaussures, parce que c'est la marque de fabrique de Bzit, c'est le rouge. Et donc, en effet, le CES nous a transformés. Et depuis, Bzit ne fait plus que de l'événementiel. Alors, est-ce que tu peux un petit peu mieux réexpliquer en fait ce qu'est Bzit, ce que vous faites vraiment au quotidien et voilà. Alors, en effet, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a un sujet sur lequel j'aimerais partager un peu avec vous. C'est ce que l'événement va pouvoir permettre de faire grâce à sa transformation numérique. Donc, le métier de Bzit, tout simplement, consiste à capter toutes les données qui vont permettre à un organisateur ou à un exposant de réussir son événement. On a 2 types de clients. Soit on travaille pour des exposants pendant des salons professionnels. On fait beaucoup de salons professionnels. On a fait, évidemment, on avait des clients CES, on en avait à Vivatech, on va en avoir au salon de l'agriculture, on va faire tous les salons industriels avec Dassault, etc. Donc on a de belles marques. Donc des salons, on travaille avec des festivals. Donc on a eu la chance grâce à vous, et c'est grâce à vous, je le redis, que l'AMI Eventech est un réel outil qui doit être engagé pour permettre à des start-upers d'une part, et surtout à des organisateurs,
de rentrer dans la transformation numérique. Donc on travaille pour les festivals et on a une offre pour les territoires. Donc on capte des données dans un but principal, c'est d'aider l'organisateur ou l'exposant à réussir son événement. Laurent, tu m'as dit que vous aviez observé quelque part, capté, écouté. J'aimais bien cette notion d'écouter, que Bzit chuchotait à l'oreille des événements. Je trouve ça joli parce que vous avez écouté plus de 200 événements. Et aujourd'hui, ça te donne aussi un autre regard sur l'événement et sur ce que toi, tu peux développer, mais aussi ce que tu peux apporter à l'événement. Et tu m'as parlé de 4 points principaux. Est-ce que tu peux nous les partager ? Alors oui, du coup, j'espère que les 4 que je vais réannoncer étaient les mêmes que ceux que je t'avais donnés. Il y a un point extrêmement important quand on organise un événement et que l'on veut que cet événement devienne un grand événement. C'est la puissance digitale. Nous, on fait l'analogie avec une usine. Quand vous avez une usine et que vous avez une usine avec beaucoup de consommateurs de votre produit, votre usine, elle produit beaucoup d'énergie. On est d'accord que si j'ai une centrale électrique qui a vocation d'alimenter la ville de Paris, ce n'est pas la même centrale électrique ou la production d'énergie électrique qui va alimenter le petit village de Tamiès dont je suis originaire, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas vocation à produire de l'énergie comme Paris. Donc un événement est grand aujourd'hui s'il produit beaucoup d'énergie digitale. Et ça, notre métier, c'est de le mesurer. Donc dans notre observatoire, quand un client vient nous voir, qu'il soit organisateur ou exposant, la première chose que l'on fait, on regarde dans l'observatoire quelle est la puissance digitale de cet événement, ce qui nous donne la taille de l'usine, si je compare. Donc, encore une fois, un événement va devenir puissant s'il a une puissance digitale importante. C'est le cas du CES, évidemment, qui est tout en haut du dispositif. Donc ça, c'est le premier, la puissance. Le deuxième élément caractéristique, alors tu m'as dit pour réussir un événement ou pour... Oui, pour réussir un événement. Pour réussir un événement, ça va être le ratio, et c'est ce que Reggae Sonska fait très bien. Hein. D'ailleurs, je les félicite parce qu'ils sont dans nos radars et on a été vraiment impressionnés par la performance. C'est ce qu'on appelle le ratio d'engagement numérique. Donc, vous avez 100 visiteurs qui viennent vous voir. Combien rentrent en conversation avec vous ou entre eux, ou c'est les communautés qui parlent entre elles? C'est ce ratio d'engagement numérique. Donc, j'ai 100 visiteurs et j'en ai combien qui rentrent en conversation avec l'événement? Et il y a un phénomène, donc comme on en analyse beaucoup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des événements qui dépassent le ratio de 100%, ce qui veut donc dire qu'il y a plus de gens qui parlent de mon événement que de gens qui physiquement y viennent. Et il y a ceux qui sont très en bas, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 30 000 visiteurs, mais ils vont avoir que 2 000 à 3 000 personnes qui en parlent. Donc un grand événement devient grand quand il y a beaucoup plus de gens qui en parlent que de gens qui viennent. Parce que quelle est la vocation d'un événement au XXIe siècle? C'est de permettre à des gens qui sont physiquement pas là d'y participer. Donc non seulement les gens qui y viennent y participent, mais ceux qui ne sont pas là vont pouvoir co-construire l'événement tout en étant loin de l'événement. Donc il y a plus de gens qui en parlent. Donc voilà pour les 2 premiers. Après, excuse-moi la mémoire, je vais faire un peu la même mémoire. Mais dans nos échanges, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que tu m'as parlé de data room. Et sur des événements, c'est assez intéressant. Donc, tu l'as fait sur le CES de Las Vegas et je crois aussi peut-être sur le Festival de la BD. Non, je ne suis pas sûre. Oui, sur le Festival de la BD. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste la data room? Alors, la data room, si vous voulez, nous, on a une conviction aujourd'hui, c'est que la data, il faut la vivre. Et il faut la montrer à l'organisateur, il faut la montrer à l'exposant et on espère demain la montrer aux visiteurs. C'est que la data, il ne faut plus en avoir peur, au contraire, parce que quand on a peur de quelque chose, on n'est plus en position d'apprendre ce que ça fait. Et je voudrais parler tout à l'heure de l'intelligence artificielle, parce que nous, humblement, s'il y a une question qui, moi, m'irrite, mais humblement, je ne me permettrai surtout pas d'être provocateur vis-à-vis de ceux qui la posent. Je dis simplement que nous, c'est un angle de question qu'on ne veut plus du tout, sur lequel on ne veut plus du tout s'intéresser. Moi, savoir si l'intelligence artificielle fait peur ou qu'elle va faire perdre des emplois, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'attends plutôt d'aider et de travailler avec les organisateurs sur qu'est-ce qu'une intelligence artificielle qui va rendre service. Je vais donner un exemple concret. On va au Festival international de la BD. Notre client, c'est un des plus gros éditeurs français de BD. Donc, on déploie notre système et on lui demande qu'est-ce que vous voulez qu'on prédise. Parce que maintenant, nos clients, comme on a beaucoup de données, on est en mesure en fait, de leur demander faites votre lettre au Père Noël, demandez-nous ce que vous voulez qu'on prédise. On verra si on est en capacité de le faire. Je ne dis pas qu'on est toujours en capacité à l'instant T de le faire, mais on mettra toujours en œuvre l'ingénierie pour pouvoir savoir le faire. Et là, la question est arrivée. On aimerait prévoir les durées des files d'attente des gens qui vont voir les auteurs, les dessinateurs qui signent. Je fais ça, c'est une vraie question.
Donc du coup, on pose des questions, parce que vous savez que pour pouvoir faire des simulations, il faut un minimum d'hypothèses. Donc combien de files d'attente, combien d'auteurs, planning, etc., etc. On nous donne ces informations, on les rentre dans le modèle, et le modèle, il dit, écoutez, si vous ne voulez pas qu'il y ait de files d'attente qui grossissent, il faut que la durée d'une signature dure moins de 30 secondes, parce qu'on a pris, le modèle a fonctionné. On envoie cette donnée au client, le client nous dit, ça ne va pas se passer comme ça, parce que les signatures, c'est très long, et donc on dit, bon, on va aller sur place, et donc on est allé observer. Parce que sur tous les dossiers sur lesquels Bzit est, évidemment qu'on capte de la data, énormément de données, mais on est sur place parce qu'en fait, nous, on dit humblement, on est acteur de ce qu'on appelle le phygital. Vous savez, le phygital, on en parle beaucoup dans le domaine du retail, c'est l'association du digital et du physique. Physique, digital, donne phygital. Donc nous, en fait, on dit, il nous semble qu'il y a un jeu qui est important à faire pour les festivals, c'est que les festivals doivent se retailer un peu, intégrer des pratiques retail pour chercher d'autres lignes de revenus, sans évidemment perdre l'âme du festival culturel. Et inversement, le retail, il faudrait qu'il prenne un peu plus de culture et d'aspect festif, comme le fait dans le festival. Donc on va sur le festival d'Angoulême et on observe. Et là, je vois quelque chose, je me dis, mais moi j'ai été choqué de voir des auteurs, ils étaient 10 en ligne comme ça. Vous êtes auteur de bande dessinée, vous avez tout donné pour faire votre BD, vous êtes là en ligne, il y en a 3 où il y a la file d'attente, là ça sort, ça dégorge, et puis vous avez les 6 autres, ils sont seuls, tout seuls, pendant 8 heures. Vous imaginez pour un auteur? Vous êtes là, vous voyez votre copain là. Moi ça m'a rappelé, vous avez jamais vécu ça à l'école? Moi je me rappelle à l'école, j'ai pas toujours eu que j'ai pas toujours gagné, d'avoir vécu des moments où je me suis dit mais mince, il y a quelque chose qui est pas juste. Et ben nous on dit, voilà à quoi ça sert une intelligence artificielle utile, c'est que ça, on est capable de le prédire, parce que quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les auteurs dans la plateforme, tous un par un. Il y en avait un paquet, donc on a tout fait religieusement. Et on a fait un graphe. Et le graphe, il nous a dit quoi? Il nous a dit, tiens, vous voyez, les 3 stars, c'est ceux-là. Et quand j'ai regardé dans la file, c'était les mêmes. C'est-à-dire qu'on aurait pu prévoir que les files étaient très longues pour eux et très courtes pour les autres. Donc, du coup, on peut créer un parcours qui fait qu'on va permettre à des auteurs qui sont moins connus de rencontrer un public, parce qu'on sait que ce n'est pas la peine, ça va être plein. Et donc, de penser l'espace pour que les auteurs moins connus soient visités. Je ne sais pas si mon exemple est clair, parce que ça fait beaucoup de choses. Puis écouter quelqu'un parler comme ça 5 minutes d'affilée, c'est pas facile. Mais voyez ce qu'on peut inventer. C'est-à-dire que nous, on dit à l'éditeur qu'on a rencontré, qui est un gros éditeur, vous pouvez complètement faire une édition nouvelle en faisant que ces auteurs qui ne sont pas connus, si vous repensez votre parcours, les publics vont les rencontrer. Et il ne va pas y avoir un gros paquet sur les 3 là, et les gens qui sont vides. Voilà une expérience que je voulais partager avec les gens qui sont passionnés par les événements. Mais le problème des files d'attente, c'est un vrai problème pour tous les festivals. C'est des sources vraiment de frustration pour les festivaliers aussi. Donc c'est intéressant que les datas puissent aiguiller sur comment les gérer. Mais tu me disais aussi que c'était important d'associer aussi l'observation des datas à l'observation physique, parce que ça ne change pas en fait, ça doit être associé. Et ce que je voulais te dire aussi, c'était que tu as travaillé sur des stands connectés. Et ça, c'était un peu pour ouvrir sur l'événement. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était pas que des festivals et de la culture, c'était aussi des salons. Et le stand connecté, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur des salons ou des foires? Oui, avec plaisir. Alors, le stand connecté, c'est le produit phare de Bzit, celui qui est né au CES en 2018, qui depuis a été généralisé sur 50 réalisations. Comme on en fait beaucoup de stands, beaucoup de salons, qu'on a beaucoup de clients avec le stand connecté, de façon très variée, on passe d'un salon industriel à des salons sur la gastronomie, à un salon sur l'intelligence artificielle, etc. Le stand connecté, qu'est-ce que c'est? Vous avez un espace, vous avez un stand qui fait, pour les stands de start-up, entre 8 mètres carrés et nos plus grands clients, ça va jusqu'à 500 mètres carrés. Donc vous avez un stand. Et si vous allez à un événement, c'est que vous avez un objectif. Donc si vous prenez un stand pour un événement, c'est que vous y allez. Alors les 3 grandes raisons pour lesquelles nos clients nous sollicitent, c'est le chiffre d'affaires. Alors de vous à nous, c'est pas l'objectif qu'on nous donne le plus souvent. Ça m'a toujours étonné ça, mais beaucoup d'exposants ne font pas de salon pour des chiffres d'affaires. Ça, bon, mais soit, je ne me permettrai pas de juger. Les startups, ils vont pour du chiffre d'affaires, par contre, je vous le dis. Mais beaucoup de grandes marques, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'ils recherchent. Ils cherchent souvent 2 autres choses. La notoriété.
C'est-à-dire qu'ils vont à un salon et ils veulent que ce salon-là va permettre d'imprimer une nouvelle marque, une nouvelle relation à la marque. Donc ça, on appelle ça, nous, le cas notoriété. Et il y a un troisième cas, c'est le cas parcours. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un stand, ça c'est plutôt pour des stands grands, 300, 500 mètres carrés. Ils vont avoir un stand d'une certaine taille et ils souhaitent que les gens vivent une expérience, passent par le point A, puis par le point B, testent le produit C, etc., etc. Donc le stand connecté, c'est un moyen d'aider l'exposant à atteindre cet objectif. Si je veux que les gens passent par A, B, C, comment je dois designer mon stand pour qu'ils passent par A, B, C? Donc on prend le stand, le design du stand, on regarde comment le stand est conçu, et on va faire des calculs qui vont pouvoir dire non, ça n'arrivera pas et vous devriez le faire comme ça. Et on dit pas, et après, on déploie les systèmes de mesure qui vont permettre de l'obtenir. Ça, c'est le parcours. Là, une notoriété, eh ben, on va générer tout simplement le plan marketing. On va vous dire combien de messages il faut produire, sur quelle communauté d'influenceurs il faut parler, quels sont les amplificateurs qu'il faut ramener, combien d'auteurs, quelle thématique, quand faut-il parler pour que la marque atteigne un niveau de notoriété souhaité. Voilà ce que c'est le stand connecté. Merci Laurent. Merci à vous. Merci encore une fois à la AMI Eventech. Je voudrais vraiment, et comme c'est la dernière fois, je vais le redire en clôture, le fait que la AMI Eventech a permis au Festart, je crois que c'est le plus important, mais aussi à Bzit, voilà, je vais parler pour moi, hein, c'est pour Bzit surtout, ça a permis à Bzit de vivre une expérience qui était la digitalisation d'un théâtre de rue. Grâce à ça, nous avons pu intervenir sur d'autres festivals, parce que vous savez que quand vous ouvrez un marché, il vous faut des références. Ben, quand on a le théâtre de rue, ça nous a permis après d'aller sur le festival d'Angoulême. On a été sur Angoulême, c'est pas rien. Et on a eu une information, je peux pas donner le nom du client encore ce soir, mais on a eu information tout à l'heure qu'on allait faire un très beau festival avec une grosse ambition en juillet. Donc je dirais que vous nous avez permis d'ouvrir ce marché. Donc vraiment, je remercie tous ces dispositifs de la région. Et j'invite les gens qui sont ici à en faire la promotion pour qu'ils soient utilisés à hauteur de ce qu'ils permettent. Merci à vous tous. Merci Laurent. Alors juste, on va conclure. Moi, je voulais juste vous dire que c'était super important de toujours continuer à penser, à tester, à toujours expérimenter des choses. Les festivals, ils nous ont prouvé en fait qu'ils savaient sortir des chemins habituels. Je vous mets ici le lien vers l'AMI Eventech qui existe. Vous dire qu'il y a, je ne sais pas si elles sont encore là, mais Maryse Lafenêtre, Isabelle Siron, Myriam Drouet de la région, des 3 services qui sont à vos dispositions et qui répondront à vos questions. Moi aussi, je reste bien sûr en alerte sur cette thématique que j'affectionne tout particulièrement, vous l'aurez compris. Je remercie aussi ADI de m'avoir fait confiance, alors que ça fait très peu de temps que je suis là. À Antoine aussi pour sa confiance éternelle, je dirais, sur tous ces sujets-là. Si tu veux venir. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Le mot de la fin pour Antoine. Ah, c'est super. Merci Marion. Bon, ben, on est vraiment très très heureux de vous avoir proposé cet autre moment aussi dans la soirée qui permet de décloisonner. Hein. On a parlé d'innovation, de transformation numérique dans la journée. C'était vraiment l'occasion de vous proposer aussi autre chose ce soir, dont Marion est une fine connaisseuse. Et, merci beaucoup Marion pour ces échanges et puis pour tout le boulot de la journée. Et au même titre aussi, merci aux membres d'ADI qui ont contribué au succès de cette journée. Merci à vous pour votre présence. Vous êtes là jusqu'au bout. C'est vraiment parfait. On se voit au carnaval alors. Hein. À très bientôt. Merci. Salut.